Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes nombreux au rendez-vous traditionnel désormais du samedi soir 18h, bien que celui-ci ait peu de chances d'avoir beaucoup de public dans la mesure où un week-end de Pentecôte avec un soleil tel qu'il est et le déconfinement qui se profile, il faut espérer que nous trouverons quelques personnes intéressées par le sujet, celui de la démocratie participative. Avant de commencer ce propos qui sert de base à votre réflexion, peut-être évoquer avec vous les trois rendez-vous précédents. Le premier rendez-vous concernant les finances locales et la crise et l'impact qu'elles auront sur les finances locales. Apparemment, depuis hier, un certain nombre de mesures seraient prises en faveur des collectivités. Je doute beaucoup de leur efficacité, puisque l'une de celles qui a été trouvée consisterait à faire des prêts remboursables sur plusieurs années aux collectivités en difficulté dans leurs recettes. Et donc, comme c'est la solution qui a été adoptée pour le milieu économique, on voit bien que le service public est traité de la même façon et avec les mêmes ajustements qui sont des ajustements purement bancaires et qui ne tiennent pas compte de la réalité sociale. Le deuxième rendez-vous avait été consacré à l'urbanisme. Les premières indications démontrent que la tendance de départ des villes se confirme, elle s'amorce. Il n'était pas question de dire et de répéter que ce changement de paradigme allait être brutal et rapide, mais on sent fort bien qu'il commence à y avoir une dérive. Et même si c'est pas sensible encore, on constate que beaucoup de prix augmentent à la campagne et les terrains à bâtir en particulier devenant rares, on assiste à une inflation du prix au mètre carré. Le troisième point était consacré aux associations. Ce matin, j'ai fait un petit tour et rencontré une présidente d'association en grande difficulté qui m'a dit s'être tournée vers le conseil départemental et sa communauté de communes pour tenter d'obtenir une aide. Elle m'a dit si je ne les obtiens pas, il est quasiment certain que je poserai les clés de la structure dont je m'occupe sur la table des élus et je leur demanderai de reprendre la gestion en direct. Il s'agit en l'occurrence d'un club de football, ce qui paraît un peu difficile, mais pour l'instant, il n'y a pas de mesure spécifique. Les ligues promettent des remises sur les licences, mais ça n'aura de l'effet que lorsque les forums ou les inscriptions auront lieu. Trois sujets donc préoccupants qui montent en préoccupation, et nous nous retrouvons dans un contexte tout à fait particulier de la démocratie locale, un contexte inédit, puisque je vous rappelle que le premier tour des élections a eu lieu le 15 mars, que l'installation des maires et des conseils municipaux élus au premier tour ont eu lieu cette semaine, et qu'il faudra probablement attendre la mi-juillet pour que tout le monde soit en place sur le territoire si la Covid-19 le permet. Dans ce contexte-là, le premier échange porte sur ce que j'ai pu voir, entendre, lire et peut-être aussi que j'ai pressenti, c'est que tout le monde, absolument tout le monde, enfin, sauf si vraiment c'est des gens qui n'avaient pas une conscience politique très éveillée, a mis dans son programme électoral des municipales la revitalisation de la démocratie participative. Un joli mot, quelque chose qui est beau, qui correspond à ce que tout le monde a envie de pratiquer, mais dont on ne connaît pas très bien les contours et dont on ne connaît pas très bien la manière dont on peut la concevoir. Alors pour débuter, je voudrais simplement lire la page 9 du livre que j'ai écrit sur le partage du pouvoir local, et je le répète, c'est une phrase essentielle pour moi qui conditionne l'avenir. Elle date de 1962, cette citation, et elle est de Pierre Mendès France. Pierre Mendès France écrit dans son livre qui s'appelle La République moderne, en 1962, le paragraphe suivant que, même si c'est un peu long, je vous demande de méditer dans votre action d'élu ou dans votre action de citoyen. Il écrit: la démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire pendant 5 ans. On pourrait dire 6 ans aussi. Elle est action continuelle du citoyen, non seulement sur les affaires de l'État, mais sur celles de la région, de la commune, de la coopérative, de l'association, de la profession. Si cette présence vigilante ne se fait pas sentir,
les gouvernements, quels que soient les principes dont ils se recommandent, les corps organisés, les fonctionnaires, les élus, en but aux pressions de toutes sortes de groupes, sont abandonnés à leurs propres faiblesses et cèdent bientôt soit aux tentations de l'arbitraire, méditez cette phrase, soit à la routine et aux droits acquis. La démocratie n'est efficace que si elle existe partout et en tout temps. Cette citation date de 1962. Il y a eu deux périodes un peu particulières et deux discours qui pour moi font référence à ces propositions de Mendes France, toutes les deux peut-être pas dans le même camp, mais en tout cas de deux personnalités. C'était au moment de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas, où l'on a assisté à des propositions qui émanaient pas forcément de Chaban-Delmas, mais de son entourage, qui était très en avance dans ce domaine-là. Et c'était les années 70. Et le deuxième aspect, c'est la déclaration de Michel Rocard qu'il faut garder lors de son investiture à l'Assemblée nationale, qui avait fait référence à des changements de priorité, des changements de manière d'action. Ces deux discours restent fondamentaux et sont d'une actualité peut-être trop brûlante à l'époque où ils ont été dits et maintenant oubliés par beaucoup d'hommes politiques. Alors qu'est-ce que c'est que la démocratie participative? J'ai tendance à dire que c'est un fourre-tout, dans lequel tout le monde met quelque chose, des petits ajustements, des petits gadgets, des choses plus ou moins ajustées, qui permettent de dire, au moins moi, je fais participer et je consulte les citoyens sur mon action publique. C'est un système très ancien d'abord, il faut le rappeler. On a tendance à dire que la démocratie participative est très moderne. À Athènes, berceau, dit-on, de la démocratie, la mise en place d'un système démocratique est apparue nécessaire et elle est apparue évidente et obligatoire après une grave crise politique au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans une période dans laquelle il fallait tout construire. Il y a eu à cette époque-là un phénomène tout à fait particulier de la politique, une opposition entre les zones urbaines riches, dans lesquelles les artisans, les commerçants, les armateurs prenaient le pouvoir, et des zones rurales pauvres dans lesquelles les gens ne bougeaient pas et étaient condamnés à des situations plus ou moins difficiles. La confiscation du pouvoir par les classes aisées, on dirait maintenant la confiscation du pouvoir par un certain nombre d'élites, cette confiscation du pouvoir était apparue insoutenable et avait provoqué une crise des régimes en place extrêmement grave. La création d'une forme de citoyenneté est alors née. Cette citoyenneté, elle reposait sur le fait, il faut se replacer dans le contexte, que d'abord ne pouvait être proclamé citoyen que celui qui était né d'un père athénien et du sexe masculin. Il fallait avoir, et ça c'est important, on l'oublie toujours, il fallait avoir suivi une formation que l'on avait reconnue, définie, dans laquelle les jeunes étaient contraints d'aller à la fois recevoir une formation militaire, certes pour l'époque c'était important, mais également apprenaient les fondements de la nouvelle démocratie athénienne qui était naissante. Ensuite étaient exclus évidemment les esclaves, les femmes, c'était l'époque, les étrangers, ce que l'on appelait les métèques, célèbre chanson à méditer parfois, et ils avaient plusieurs pouvoirs. Le premier pouvoir était politique, ils avaient le droit de voter et surtout d'être élus, quel que soit leur rang, quelle que soit leur fortune et quel que soit leur lieu de vie. Ils avaient un pouvoir économique puisqu'ils pouvaient devenir propriétaires, et ils avaient un pouvoir juridique nettement supérieur aux autres, puisqu'ils pouvaient être protégés contre la torture, contre les actes arbitraires de la cité, et ne pouvaient être bannis qu'après une décision démocratique. Ce système de la démocratie directe reposait sur deux chambres, deux entités. Il s'agit plus de démocratie directe d'ailleurs que de démocratie participative. Une assemblée de tous les citoyens, la fameuse place d'Agora, même si ce n'est pas comme ça qu'elle s'appelait, sur lesquelles on se réunissait. On y votait les lois en direct, c'est-à-dire c'était pas de la participation, c'était en plus du vote direct des personnes présentes,
Il y avait normalement 6000 citoyens rassemblés sur cette place, sur lesquels ils votaient à main levée, à la majorité simple. Chaque citoyen avait un droit d'amendement à la loi et pouvait proposer des modifications ou également le rejet de cette loi et pouvait s'exprimer librement devant les autres. Il y avait également un organisme de gestion de cette démocratie directe qui s'appelait la Boulée, mais ce n'est pas essentiel de retenir le nom. Ce qui fait retenir, c'est que c'était un conseil de 500, élu à raison de 50 membres pour les 10 tribus qui constituaient la Grèce de l'époque. Ils étaient élus avec des mandats limités, 1 an, et ils ne pouvaient pas le renouveler plus de 2 fois consécutives. C'était une présidence tournante, chaque tribu occupait la présidence pour 1 mois et il n'y avait pas de système institutionnel et eux devaient préparer les lois, préparer les textes qui étaient soumis au vote de l'Ecclésia, qui était cette fameuse assemblée populaire de décision. Ils étaient en quelque sorte les garants de la démocratie et non pas les acteurs de la démocratie comme on pouvait le penser. Et troisième pouvoir, il y avait les magistrats, on dirait maintenant les cadres de la fonction publique, qui faisaient exécuter les décisions, qui étaient, eux, soit élus, soit désignés, soit tirés au sort, mais dont la durée de vie ne pouvait pas dépasser 1 an également. Et ils étaient contrôlés à la fin de leur mandat sur leur travail qu'ils avaient réellement effectué et leur fortune par une commission de citoyens tirés au sort. Ces 3 étages de la fusée, c'est-à-dire le vote direct, la préparation du vote direct par des élus de démocratie représentative et des exécutants fonctionnaires, entre guillemets, de la structure et se retrouvent dans la démocratie moderne dans certains pays. Alors la démocratie directe, elle a eu son heure de gloire, qui a disparu malheureusement sous l'influence d'historiens plus ou moins courtois et plus ou moins décidés à la valoriser. Pour moi, la seule période de l'histoire dans laquelle la démocratie directe a existé, c'est pendant la période très courte mais très intense de la Commune de Paris. Apparaît le Conseil de la Commune. Il faut rappeler que ce Conseil de la Commune de Paris est composé de 92 membres. On dit que tous n'y venaient pas parce que c'était un peu dangereux de prendre position. Tous les courants politiques y sont représentés. Les anarchistes, quelle que soit leur position, ne contestent pas l'organisation telle qu'elle est proposée et participent à ce Conseil de la Commune dans lequel il y a une majorité et une minorité. On dirait maintenant une droite et une gauche, c'est un peu caricatural, mais c'était ce qui se passait à cette époque-là. Et ils ont lancé des dizaines et des dizaines de mesures en quelques mois avec l'approbation d'une démocratie participative qui était celle des clubs, qui était celle des structures de quartier, celle des structures présidées par des personnalités. Le plus célèbre des clubs était celui de Louise Michel, qui se prononçait et qui avait droit d'intervention dans la politique définie par le Conseil de la Commune. Il y a cette phrase qui a été votée le 22 mars 1871 et qui dit textuellement: les élus, c'est-à-dire les conseillers communautaires de Paris, étaient contrôlés, surveillés, discutés, ils étaient révocables, comptables et responsables. C'est-à-dire qu'on avait défini qu'un mandat électif ne donnait pas tous les droits pendant la durée de son élection, mais que le peuple, les gens pouvaient à tout moment intervenir dans cette période. Il a fallu attendre longtemps, même si le Conseil national de la résistance avait esquissé des formes très légères de démocratie participative, puisque la démocratie était plus parlementaire que participative à l'époque de sortir de la période noire de l'occupation. Et on trouve les années 60. Dans les années 60, c'est le pire moment de la démocratie représentative, c'est-à-dire une chambre qui change d'avis tous les 6 mois, des premiers ministres qui passent, des gouvernements qui sautaient pour une raison ou pour une autre,
il suffisait qu'un parti éternue pour que tout s'effondre. Cette période complexe de l'histoire de la 4e République, qui a été extrêmement critiquée, mais que quelquefois on pouvait peut-être revenir sur les bons côtés qu'avait cette situation, cet effondrement de la 4e République avait incité des gens à penser à un autre système. Et en particulier, il faut relire, et il faut relire sans cesse quand on est élu, les publications, les résultats des congrès, des groupes d'action municipale qui, pour moi, personnellement, constituent la base d'une action municipale moderne. Ces groupes d'action municipale, dont le plus célèbre maire a été celui de Grenoble, du Bedou, mais il y avait également Michel Crépeau, il y avait tout un tas de villes dans lesquelles ces mouvements fonctionnaient. On en avait créé un peu dans les années 70 sur Créon pour essayer de reconquérir la mairie. Ce groupe d'action municipale proposait en quelque sorte une émergence d'un courant qui était différent de celui des partis politiques, mais peu à peu, il finira par se rendre compte que, faute de support de parti, il était difficile de conquérir le pouvoir. On le voit aux dernières municipales, où beaucoup de listes citoyennes ont atteint quelquefois 8, 10, 15, 20% quelquefois, mais n'ont pas passé parfois la barre de la conquête de la commune ou du lieu dans lequel ils étaient. Pourquoi? Parce qu'il manque d'éducation, il manque de volonté politique de la base de reconnaître qu'il y a d'autres systèmes politiques que celui de dire je vous ai élu, vous faites, je suis contre, je suis pour, vous m'embêtez et je vous jugerai la prochaine fois. La démocratie participative, c'est simple, d'après les gammes, c'était quelque chose qui se résumait dans une formule que j'approuve. C'était une forme de partage et d'exercice du pouvoir fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la décision politique. Je répète bien, une forme de partage, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le partage du pouvoir local, d'exercice du pouvoir, et on va en parler tout à l'heure, fondé sur le renforcement de la participation des citoyens à la décision politique. Il ne s'agit pas de remplacer la démocratie représentative qui a sa valeur et qui est indispensable dans le système, il s'agit de renforcer la présence des citoyens dans ce système-là. C'est un processus très défini. La démocratie participative ne s'improvise pas, elle se construit pas à pas et il faut de nombreuses années dans des communes pour construire réellement une démocratie participative. Elle est exigeante et quelquefois elle lasse les citoyens. Elle est quelquefois compliquée parce que les intérêts sont divergents. Elle est quelquefois très très consommatrice de temps pour les élus, mais elle devient indispensable dans le contexte actuel. On en parlera tout à l'heure de l'après-crise sanitaire. Il y a le premier acte qui est la consultation. La consultation, il y a plein de façons légales de consulter les gens. Il y en a une que je n'approuve pas et que je n'ai jamais approuvée, qui est l'enquête publique, qui intervient après que le projet ait été construit par les élus, construit par les administrations, construit par les gens qui connaissent le sujet et qui est soumis à une enquête publique où souvent, très souvent, trop souvent, on provoque des réactions contre, mais on n'a pas, comme on n'a pas associé les gens à la construction, les gens qui sont pour et qui ont construit ou co-construit le projet répondent pas à l'enquête publique et on assiste toujours à des débats incontournables. Alors on dit on a fait des réunions d'information, mais c'est pas de la démocratie participative. C'est pas parce que je vous informe sur le PLU que c'est pour autant que vous soyez ou que vous êtes capable de vous déterminer sur un document complexe, lourd, abstrait, qui n'a pas forcément de valeur réelle par rapport aux citoyens. La concertation, c'est un mot à la mode qui a été un peu oublié depuis quelque temps. On ne parle plus de concertation, on a oublié un peu la notion de concertation. C'est des procédures d'information et de réunions formelles construites par l'élu à l'égard de sa population en amont d'une décision avec un programme précis, le PLU, une déviation, une construction de centres commerciaux, une façon de voir les choses de façon concrète,
Et à ce moment-là, on effectue ce qu'on appelle une concertation. On dit aux gens, comment vous voyez ça, l'architecture, est-ce qu'elle vous convient, etc. Mais il n'y a nulle part de définition du projet préalable avec les citoyens et la transformation de ce projet en réalité concrète. Il y a plusieurs formes de concertation. Il y en a une qui est purement formelle, que le juge administratif reconnaît, c'est la concertation de communication. Il faut que vous prouviez que vous avez publié dans le journal un avis de concertation, que vous avez fait un bulletin spécial, que vous avez fait une réunion éventuellement, que vous avez tout mis en œuvre pour la communication du sujet concerné par l'opération, mais à aucun moment le fond n'est abordé. C'est que de la concertation de communication pour la forme. C'est la plus répandue, c'est celle que l'on pratique normalement lorsqu'on est élu, quel que soit le niveau de son élection. On l'a bien vu après les Gilets jaunes et la concertation de communication qui a été faite à travers les périples du président de la République dans les préfectures ou dans certains lieux, qui n'était pas de la concertation, qui était simplement de la communication autour de la concertation. Il y a la concertation structurelle, c'est celle qui est réglementée, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle existe, elle est faite, elle existe dans les textes, et justement vous êtes sanctionné parce que vous n'avez pas appliqué à la lettre des textes qui dit il faut concerter, mais sans que forcément vous pouvez dire écoutez, voilà, c'est comme ça, vous avez fait la réunion, du moment que la réunion a lieu, vous avez concerté, ça suffit. Il y a la concertation d'engagement, qui est beaucoup plus compliquée, puisqu'il s'agit de faire engager les gens dans une procédure de concertation dans laquelle vous n'avez pas défini par avance l'objectif que vous voulez atteindre. C'est une démarche qui est très difficile, très complexe, parce qu'elle nécessite des heures et des heures de dialogue, de telle manière qu'il y ait des synthèses à travers l'engagement de chacun pour la politique qui est celle qu'il souhaite mettre en œuvre. Et vous avez une concertation d'attente, plus ou moins longue. On peut vous traîner pendant des années sur une concertation. On peut vous dire oui, on va voir, attendez, on reprend, on revient, etc. Cette concertation d'attente, elle vise surtout des sujets sensibles sur lesquels les citoyens quelquefois exigent et que l'on peut mettre avec des délais relativement longs. On se revoit dans 6 mois, on se revoit dans 1 an, on se revoit dans 2 ans, on se revoit dans 3 ans. Mais en fait, cette concertation est une concertation qui n'a pas de valeur réelle sur le plan de la citoyenneté et de l'engagement des gens. La troisième étape, c'est la co-élaboration des projets. On est déjà dans une démarche un peu plus difficile, puisqu'il s'agit d'organiser des conférences de citoyens, des commissions diverses dont on parlera tout à l'heure, dans lesquelles, si la mairie ou si les citoyens ont un objectif, et il faut qu'ils soient d'accord sur l'objectif, je ne construis pas une salle, alors dite polyvalente, parce que je veux construire une salle polyvalente comme élu, mais c'est comment va fonctionner cette salle polyvalente, comment doit-elle être construite pour qu'elle soit utile au plus grand nombre de gens de la population, et surtout comment elle va fonctionner, c'est-à-dire qui va s'approprier le fonctionnement de cette salle polyvalente. Pour être clair et simple, elle ne peut pas servir qu'au mariage, au baptême, à l'anniversaire des 50 ans de l'attente d'un élu. C'est une salle qui doit être s'appropriée par les citoyens, mais si ce contrat n'est pas au départ, on assiste à quelque chose qui est totalement artificiel et la co-élaboration du projet est relativement inutile et n'entre pas en ligne de compte. Alors, premier problème, la Covid, pardon, et la participation et la démocratie participative. Ah ben, premier problème grave qui apparaît, plus de présence physique. On l'a bien vu dans ces conseils municipaux que j'ai suivis en live sur Facebook, qui sont extrêmement tristes, dans lesquels il n'y avait aucune vie, rien ne se passait, à part des grandes déclarations totalement absurdes de certains sur l'annulation du premier tour, des querelles de clochers, des querelles diverses, etc. J'en ai vu un que je nommerai pas, dans lequel l'opposante a eu des propos qui n'avaient rien à voir avec la démocratie participative. C'était des vengeances personnelles, des querelles, etc., qui n'ont pas lieu d'être dans ces circonstances-là. N'empêche que la présence physique existait,
mais elle n'était pas prise en compte au sens réel de l'échange d'homme à homme, de femme à femme, ou de femme à homme d'ailleurs, ou d'homme à femme, peu importe, mais il n'y avait pas d'échange comme j'ai connu moi dans toutes les 5 ou 6 élections que j'ai faites de municipales, les 5 je pense, il y avait toujours des échanges, il y avait toujours un certain nombre de choses, mais c'était vivant, c'était figé. Alors je ne dis pas des conseils municipaux qui se déroulent par visioconférence. Là, on peut dire que la démocratie participative, elle ne va pas être terrible. Il n'y a pas trop de présence de public. Donc ça a éloigné le citoyen du pouvoir local alors que c'était toujours un moment important dans la vie de la commune que l'élection d'un maire, des adjoints et de l'équipe municipale. La chute va s'accentuer. Il est certain que là où on avait déjà du mal à mobiliser des citoyens sur des actions, ça va devenir extrêmement difficile de leur dire venez à une réunion de 50 personnes, venez à une réunion de 100 personnes. Je suis désolé de le dire, mais il existe un malaise dans la société qui fait que cette forme de démocratie participative, elle était vraiment valable il y a 4 mois, et bien maintenant je crains qu'elle soit très difficile à mettre en œuvre et que ce ne soit pas si simple que ça de réunir des gens pour les faire débattre alors qu'ils préféreront rester chez eux et dire c'est trop dangereux, j'y vais pas, et puis ça sert à rien, etc. Je vous passe tous les arguments. L'âge des participants à ces réunions était assez élevé, il faut bien reconnaître, quand je faisais la rencontre citoyenne, il y avait peu de jeunes de 19 ans ou de 20 ans qui venaient, mais n'empêche que là, je pense qu'il viendrait encore moins, et c'est une modification durable d'après moi. Encore une fois, elle n'est peut-être pas sensible immédiatement, mais dans la durée, on verra bien que alors le deuxième tour des élections municipales tel qu'il est organisé ne va pas arranger les choses, puisqu'en fait, il n'y a pas de contact humain, il n'y a pas de contact de partage sur un marché. Vous pourrez utiliser un mégaphone, mais sans jamais discuter, sauf si vous respectez les règles à 1 mètre. Je suis allé ce matin boire un coup au café à Créon, et ben c'est pas facile de discuter avec les gens à 1 mètre de sa tasse de café, ou à plus d'1 mètre même, sans qu'il y ait cette approche de débat qui n'existe pas de façon directe. La disparition du militantisme. La démocratie participative, elle repose sur un engagement militant. Un engagement militant de citoyen. Ce n'est pas un engagement militant de partisan, c'est un engagement militant d'être un citoyen parmi les autres, mais un citoyen actif parmi les autres. Cette disparition, elle va être tragique avec la campagne du deuxième tour, où même s'il y a des militants qui soutiennent des candidats, et ça c'est beau et c'est normal, ces gens-là ne vont pas avoir un rôle essentiel dans la campagne, puisque ce sera des équipes réduites autour des candidats qui feront un certain nombre d'actions dont on va parler tout à l'heure. L'augmentation croissante, dangereuse, compliquée de l'influence des réseaux sociaux sur les échéances électorales, c'est un phénomène, il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas désespérer, mais il faut savoir comment on l'inclut dans la démocratie participative. L'anonymat sur les réseaux sociaux devient catastrophique, les insultes sur les réseaux sociaux deviennent monnaie courante, et ensuite, surtout, la désinformation par les réseaux sociaux devient préoccupante pour des élus qui se retrouvent face à des campagnes totalement surréalistes, qui n'ont plus de rapport avec la volonté que l'on avait les uns et les autres d'être citoyens responsables dans l'exercice de ce qui est essentiel, certes le débat, certes la contradiction, certes la critique, mais dans des moments où on était dans le face-à-face humain et non pas dans le face-à-face abstrait derrière un écran, quel qu'il soit, ou devant un clavier. Cette nouveauté doit être prise en compte dans l'avenir par les élus sur la nécessité de créer des outils de participation contrôlés, sérieux, efficaces, vérifiés, qui leur permettent d'être en contact avec les gens et de ne pas hésiter à répondre à la moindre attaque, quelle qu'elle soit, si elle est infondée, ne correspond pas à une réalité du fonctionnement de la collectivité dont ils s'occupent. La chute des organes d'information de proximité. Je suis assez surpris de voir que notre grand quotidien régional n'a toujours pas publié le résultat des élections municipales et des élections dans toutes les communes.
il y en a certaines qui apparaissent, mais par exemple, il n'y a pas de compte rendu de réunion. Les citoyens ne connaissent pas actuellement, s'ils achètent leur quotidien ou leur hebdomadaire, ils ne savent pas qui est élu dans telle commune, comment ça s'est passé, quel est le contexte, parce que le quotidien est victime de la période actuelle du Covid et n'a pas les correspondants, n'a pas la place nécessaire et n'a peut-être pas forcément les supports essentiels que représente la vision qu'avaient les correspondants qui étaient à toutes les réunions. Et je m'inquiète sur ce que ça va donner à terme si on en reste là sur les comptes rendus des conseils municipaux ou ce qui provoque l'actualité locale. Cette chute des organes d'information de proximité a amené un certain nombre de mairies à se faire elles-mêmes leur propre organe d'information, et on en reparlera également tout à l'heure. Et enfin, moi je dirais quelque chose qui est dramatique, c'est la perte de confiance dans l'information institutionnelle. C'est vrai que depuis 4 mois, il est difficile de faire confiance à l'information institutionnelle descendante de Paris. Elle est hésitante, elle est peu fiable, elle tourne quelquefois à la propagande pure et simple, et elle n'est pas forcément toujours en adéquation avec ce qu'attendent les gens, c'est-à-dire des choses fiables, sérieuses, appliquées, concrètes. Il semble que quelqu'un l'ait compris, c'est le Premier ministre qui justement se réserve ces annonces très tranchées, très précises, parce que les gens ont bien compris que les mots n'avaient plus d'importance dans la communication institutionnelle, et ça c'est dangereux. C'est dangereux parce que ce manque de confiance se traduira d'une manière ou d'une autre par des formes de rejet. Elle est inadaptée, vraiment inadaptée, parce qu'elle est portée souvent par des spécialistes, par des gens qui ont des discours incompréhensibles, contradictoires, diffus, pas tout à fait aussi clairs qu'on le voudrait, approximatifs, et justement, quelquefois, elle est aussi lapidaire. Voir l'exemple de Trump, quand même, c'est assez extraordinaire de voir qu'un président de la République puisse se permettre de définir des politiques par des tweets, c'est quand même le ramassis de qui est l'anti-démocratie participative, parce que dans un tweet, vous pouvez dire n'importe quelle ânerie, mais vous pouvez aussi massacrer n'importe quoi par quelques mots qui n'ont pas de retirés de leur contexte et qui n'ont pas de valeur réelle sur le plan politique. Elle est lointaine, cette information institutionnelle, elle est descendante, c'est-à-dire que on ne voit pas très bien les gens remonter après la crise du Covid. Il est difficile d'avoir des panels de gens qui viennent poser des questions, etc. Elle descend et puis c'est à prendre ou à laisser, à adapter, à se débrouiller dans un maquis de textes, de lois, de contrôles qui arrivent et qui sont de plus en plus exigeants, mais qui ne sont pas toujours compris de la part des gens qui les reçoivent. Effectivement, il y a aussi quelque chose qui est nouveau, c'est l'émergence de fausses informations, je le disais, mais du contrôle à distance extérieur au système des informations institutionnelles. On est certain, et c'est quasiment prouvé, il y a des livres qui le démontrent, qu'il y a des ingérences dans les systèmes d'information par les réseaux sociaux, et donc il sera difficile. On peut imaginer demain que si on veut déstabiliser un élu local, on puisse inventer des faux profils, des fausses informations, et ça s'est produit pendant les campagnes électorales, et donc on peut à la limite déstabiliser tout le monde ou partir avec les clés, comme ça s'est passé d'un profil Facebook de la mairie, et continuer à déverser ces jours-ci des insanités sur le fonctionnement de la nouvelle équipe. Tout ça, c'est totalement surréaliste, mais ça ne va pas favoriser une citoyenneté claire et transparente. Et enfin, il y a le discrédit sur la démocratie représentative qui est très malmené par le contexte actuel, l'état d'urgence, la réduction de fait du rôle du Parlement et la baisse des moyens d'information liés aux discussions qui peuvent avoir lieu, qui sont très rapides, très condensées, très corsetées et qui ne permettent pas l'expression contradictoire de tout le monde.
la crise, tous ces éléments de la crise sont à prendre en conséquence par les élus locaux qui viennent d'être élus pour bâtir une stratégie de démocratie participative. S'ils ne partent pas de ces éléments, qui sont des éléments concrets, ils ne pourront pas rebâtir quelque chose. C'est-à-dire, si pour eux la démocratie participative, c'est le magazine communal historique, sans retour des citoyens, bientôt, ça n'aura plus aucun intérêt, aucune valeur. Le plus difficile, je l'ai dit dès le début, c'est la mobilisation citoyenne. Elle va devenir extrêmement difficile à provoquer et à faire vivre. Peu de tests participatifs électoraux ont montré qu'ils arrivaient à intéresser de plus en plus de gens, mais ils n'ont pas franchi la barre d'une vague suffisante pour imposer leurs lois. Je pense qu'il y aura un exemple peut-être en France totalement différent d'une nouvelle donne, et je le souhaite ardemment, c'est à Toulouse, avec la liste Archipel, où on peut espérer peut-être trouver une nouvelle forme d'action municipale à l'échelle d'une ville importante de la France et qui servirait de test avec tout le danger que représente un test dans une seule ville comme celle de Toulouse, ville rose, je le rappelle. La mise en place de systèmes trop complexes proposés par certains, j'ai vu des graphiques de démocratie participative qui étaient tellement compliqués, tellement abstraits entre des commissions, des sous-commissions, des liens entre les uns qui pensaient, les autres qui exécutaient, etc., que le citoyen moyen, il n'a pas les réflexes nécessaires et il n'a surtout pas l'éducation pour s'inclure dans un système simple, dans un système compliqué, pardon. Il faut lui simplifier la vie. Les piliers indispensables pour arriver à la fin de cette intervention, la première, c'est la vie associative. Je maintiens et je redis ce que j'ai dit la dernière fois, il n'y a pas de lieu dans lequel la démocratie participative peut exister s'il n'y a pas une volonté des élus de tout faire, je dis bien de tout faire pour renforcer d'urgence et de manière durable la vie associative. C'est le pilier de la démocratie participative. C'est là où l'on apprend à gérer, c'est là où l'on apprend à discuter, c'est là où l'on apprend à débattre, c'est là où l'on apprend à construire quelque chose, que ce soit dans un club de football, que ce soit dans une association culturelle, que ce soit dans une association de solidarité. Le nœud de la démocratie participative, c'est de maintenir la vitalité et le rôle de la vie associative. J'avais créé dans les années 80 dès mon élection dans le conseil municipal de Créon, j'avais créé le CLIPAC, je me souviens bien, sur cette volonté-là, qui s'appelait le Comité de liaison et d'information des présidents d'associations créonaises, qui était pas une instance de décision, mais qui était une instance de concertation, parce que je m'étais aperçu que même les associations entre elles ne se parlaient pas et étaient très égoïstes dans leur comportement. Et ce CLIPAC, au début, a été comment dire, mal vécu par certains parce qu'ils avaient l'impression que c'était une ingérence. Et peu à peu, on est arrivé à faire, c'était il y a, allez, je vais dire, pour être clair, il y a 35 ans, on a créé le premier forum des associations, on a créé le premier livret qui présentait chaque association, on a créé tout un tas de choses en commun, et à la fin, le CLIPAC avait joué son rôle total, qui était de construire une solidarité dans l'action associative. Le deuxième volet, c'est l'éducation populaire. Il n'est pas possible de faire la démocratie participative si les élus ne s'impliquent pas dans l'éducation populaire. À Créon, c'était un livret jeune et citoyen, c'était des rencontres citoyennes de formation, c'était des rencontres avec les gens pour leur expliquer la réalité de la gestion, mais il ne peut pas y avoir de participation des gens s'ils n'ont pas les clés et s'ils n'ont pas les éléments qui vont leur permettre d'agir et d'être des interlocuteurs solides et valables. Le troisième, c'est des outils de communication diversifiés et complémentaires. On ne peut plus se contenter maintenant d'avoir des outils d'information traditionnels, totalement répétés d'année en année. Alors on change quelquefois le graphisme, on change quelquefois la couleur, on change quelquefois, on enlève la photo du maire en première page qu'on remplace par la photo de l'équipe. Voilà, ces outils-là, ils sont plus d'actualité.
Il faut maintenant au moins 5 ou 6 outils différents d'information dans une mairie, dans une commune, dans une intercommunalité, pour être effectivement porteur d'une véritable information citoyenne, parce que tout le monde n'a pas le même canal d'appropriation de l'information. Par exemple, j'ai vu que l'Aréole avait lancé une TV l'Aréole. Il y a des départements français qui ont leur propre télévision locale. Créon avait Télécanal Créonais et a toujours Télécanal Créonais. Il y a un certain nombre de gens qui ont fait des radios, les mairies qui ont fait des radios qui font fonctionner par le système associatif, des radios, des web radios. Et il y a un certain nombre de gens qui ont inventé des réseaux de réponses à des questions très rapides, etc. D'autres utilisent le SMS, qui est un outil certes critiquable, synthétique, mais qui permet d'avoir des réactions de gens dans un domaine, mais il ne peut pas y avoir un seul canal d'information qui dirait, bah écoutez, voilà, c'est à prendre sur le site de la mairie, mais c'est bien fait, vous n'avez pas lu le site de la mairie, et on s'aperçoit bien que c'est pas forcément les mails aussi. J'ai lu récemment que quand on a une ouverture de mail à plus de 15%, c'est un excellent résultat. On ne peut pas dire que c'est le seul désormais moyen d'information. Il faut diversifier l'information. Un citoyen bien informé peut participer à la vie locale. Autrement, c'est quelqu'un qui juge à travers ce qu'il perçoit, qui est totalement décalé ou qui n'a pas d'intérêt. Alors les outils, moi je dirais qu'il y a deux principes, je viens d'en énoncer un. C'est d'abord pas de démocratie participative sans information. Il y avait une phrase qu'avait repris Roger Comond dans la campagne électorale de 1977. C'était, je me rappelle à peu près la phrase, c'était bien informé, un homme devient un citoyen, mal informé, il reste un sujet. Je crois que c'est important et c'est le rôle des élus d'assurer cette information, une information ouverte, une information que je qualifierais de la moins partisane possible, mais surtout la plus détaillée et la plus complète possible. Il faut mettre les éléments de la citoyenneté à disposition avec des commentaires. Par exemple, il est absurde de mettre un compte administratif publié dans sa forme de compte de gestion du percepteur sur un site, si ce n'est que l'on dit ben, nous on publie nos comptes. Non, ça ne veut rien dire. Il faut à côté les commentaires, il faut à côté les explications, et il faut peut-être à côté une réunion d'explication et de formation, parce que pour faire la différence entre fonctionnement, investissement, intérêts non échus, des emprunts, dettes prorata entre l'autofinancement brut, l'autofinancement net, c'est pas forcément n'importe quel citoyen qui va arriver à ça. Il faut faire des rencontres citoyennes thématiques régulières. Moi, je pense que 4 par an, c'est inévitable. Et ne jamais céder à la tentation qui consiste à dire je vous dis ce que je pense, merci, on se revoit la prochaine fois. Je crois qu'il faut que la rencontre citoyenne soit d'abord avec une séquence d'information, une séquence de dialogue et d'échange, et ensuite la prise en compte par l'écoute de ce qui a été dit lors de cette rencontre citoyenne. C'est un outil qui est parfaitement adapté au monde actuel et qui peut maintenant se dérouler via ce que je suis en train de faire ou via d'autres sujets qui va provoquer des réactions. Et si ces rencontres sont démultipliées, on arrive à habituer les gens à être des acteurs de la vie locale. Il faut faire aussi appel à des citoyens experts. Dans toutes les communes et partout, il y a des citoyens qui ont des compétences professionnelles, de passion, d'action. Je me souviens d'un petit détail, mais qui était important, pour le choix des arbres le long d'une avenue créonaise. Il y avait un citoyen créonais qui était le directeur du service des arbres de la ville de Bordeaux, ou au moins quelqu'un qui avait des responsabilités. J'avais demandé son conseil, il m'avait dit pas ça, et je viens de voir le maire de Créon qui me dit on n'aurait jamais dû dire nous élus que les liquides en barre étaient beaux parce que ça détruit tous les trottoirs, etc. C'est des petits détails, mais des citoyens experts, il y en a, et même s'ils ne sont pas élus, ils doivent avoir leur rôle dans la vie de la cité et être consultés. Et enfin, je citerai une troisième chose que prévoit le Code général des collectivités territoriales pour les grandes communes, mais qui est applicable partout, et ça serait très important pour la politique nationale, c'est la constitution de comités de service public. C'est défini par les textes de loi. On doit, dans certaines communes, faire ce comité
des services publics, qui fonctionne avec des usagers, qui fonctionne avec des élus, qui fonctionne également avec des experts. Et ces comités des services publics, il y en avait un à Créon qui a fonctionné pendant 18 ans, qui était le comité de services publics d'éducation, qui abordait tous les problèmes éducatifs avec un compte rendu financier effectué chaque année. Et on avait au moins la certitude que les citoyens les plus impliqués avaient une réponse à toutes leurs préoccupations par la mise en place de ce système. Ça peut être sur la mobilité, ça peut être sur la culture, ça peut être, si la culture est publique, ça peut être dans tout un tas de domaines, mais il faut remettre au goût du jour la participation des citoyens dans les services publics de proximité, parce que c'est essentiel. On peut examiner l'avenir de la Poste, qui n'est plus trop un service public, on a vu un peu là ces jours-ci, et on peut très bien arriver à refonder une nouvelle donne des services publics si on crée ça. La participation, c'est essentiel, c'est le deuxième volet. Alors moi, je propose simplement que dans chaque commune, à côté du conseil municipal, et quelle que soit la taille du conseil municipal, soit créé un conseil consultatif citoyen, sur la base de volontaires, tirés au sort s'ils sont plus nombreux que le nombre de places disponibles. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de tirer au sort n'importe quoi, n'importe qui, parce que ces gens-là, au bout d'un certain temps, ils disent mais pourquoi, moi j'ai plus envie, ça m'intéresse pas, etc. Mais par contre, on peut faire appel à volontaires pour un nombre de 10 places ou de 8 places ou de 7 places. Et ensuite, s'il y a trop de gens qui sont candidats, on tire au sort. Le mandat est que de 3 ans, et au bout de 3 ans, on renouvelle le conseil consultatif citoyen de telle manière qu'il y ait un certain nombre de gens à double sens, c'est-à-dire de sujets proposés par la mairie mis à l'étude de ce conseil citoyen, ou ce conseil citoyen qui puisse s'emparer d'un certain nombre de sujets préoccupants, avec une présidence non assurée par un élu, mais par quelqu'un qui est nommé par arrêté du maire comme étant le responsable du fonctionnement de cette institution. Et moi, je propose toujours 4 collèges, un collège d'élus, un collège de citoyens tirés au sort, un collège de personnes ressources, et moi j'ai rajouté la vie associative, mais ça tenait qu'à moi, ce qui fait qu'on a un équilibre des forces entre des gens acteurs, des gens qui veulent devenir acteurs, et des gens qui peuvent apporter un regard extérieur. Réhabilitons également dans toutes les communes les commissions extra-municipales. Elles sont dans les textes, mais elles fonctionnent rarement. C'est-à-dire, on fait des commissions municipales où on discute entre soi de la couleur de la porte, de la grosseur du gravier, etc. Mais pourquoi ne pas ouvrir ces commissions à des gens de l'extérieur en parité, 4 élus, mettons, ou 5 élus, 5 citoyens, volontaires, tirés au sort, et ces gens-là ont le même pouvoir de vote en commission que l'ont les gens élus qui ne sont pas forcément toujours détenteurs du savoir ou de la connaissance dans tous les domaines. Il est aussi nécessaire de faire des commissions ponctuelles sur un sujet, des commissions justement extra-municipales ponctuelles. Par exemple, comment va fonctionner tel outil, comment va fonctionner comment va être aménagé tel lieu, mais ces commissions, elles sont mortelles, c'est-à-dire que lorsque le sujet a été adopté en commission, la commission cesse son activité, mais ce sont des commissions transversales la plupart du temps, et non pas des commissions thématiques, ce sont des sujets relativement importants. Il peut y en avoir un sujet, comment mettre en place, comment vous voyez la mise en place de la démocratie participative, qui est un sujet transversal, qui concerne tout le monde et qui peut être intéressant. Toutes ces commissions, alors il peut y avoir aussi le budget participatif, évidemment, qui devient à la mode, lui aussi, et qui est décliné de toutes les formes, mais dont on n'est pas certain qu'il va être approprié par tous les gens au niveau de la vie locale. Cette démocratie participative sur ces 3 piliers, j'y rajoute les rencontres citoyennes, j'y rajoute les outils de communication, j'y rajoute également peut-être une stratégie avec un soutien professionnel pour la faire évoluer. Cette stratégie repose sur l'écoute permanente. Il n'y a pas de démocratie participative sans écoute permanente. C'est-à-dire, le plus dur pour un élu qui a été élu, c'est de se dire, je suis élu, mais il faut que j'écoute sans arrêt, c'est pas parce que je suis élu que je sais. Donc il faut écouter,
Il faut apprendre à se faire engueuler, il faut apprendre à dialoguer, il faut apprendre à échanger et profiter de chaque occasion pour essayer de tirer d'un débat ce qu'on peut tirer. La formulation du projet et de la réponse, c'est la deuxième étape. S'il y a un projet qui émerge, il faut inviter les gens à participer à la formulation de ce projet et la réponse que l'on peut apporter à la demande que l'on a entendue. La construction du projet avec des objectifs partagés, c'est la troisième étape, c'est-à-dire lorsque le projet est mis en forme, mis sur le fond, il faut le mettre en forme avec la construction d'un projet. Il faut également ne pas oublier que les élus ont leur rôle dans la mise en route administrative du projet. C'est un volet très important que le citoyen ne peut pas effectuer. Les demandes de subventions, un éventuel permis d'aménager, un éventuel règlement sanitaire. Il y a tout un tas de choses qu'il faut mettre en place et ça, c'est le rôle des élus. C'est là qu'ils ont leur fonction. Il y a eu le fond, il y a eu la forme. Maintenant, il faut le traduire de façon concrète par quelque chose qui soit applicable et conforme à la loi. Et enfin, un volet qui est toujours oublié pour moi et qui me tenait à cœur, c'est la gestion. C'est-à-dire ne pas dire, bon, vous avez participé jusque-là, vous avez choisi les matériaux, vous avez choisi la largeur des pièces, vous avez choisi les dimensions de tout ce qu'il faut faire et vous avez choisi le budget, mais par contre, la gestion, c'est nous. Non, il faut définir et remettre sur le tapis avec le citoyen la gestion. C'est-à-dire comment on y accédera, qui va le gérer, quelles sont les responsabilités des citoyens dans la gestion, et il faut, à mon avis, créer des associations de gestion de l'économie sociale et solidaire qui, quelquefois, vont suppléer les carences de la mairie, parce que la mairie n'aura peut-être plus les moyens de s'offrir le luxe d'embaucher des gens au titre de la gestion d'un certain nombre d'équipements, d'un certain nombre d'actions. Ça ne sera pas possible. Il faut que le citoyen revienne dans cette gestion-là. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas élu ou qu'il n'a pas été élu ou qu'il ne veut pas être élu qu'il est inutile à la gestion. Je pourrais prendre des exemples très valables sur le Créonais, c'est ce qui s'est passé. Et enfin, on peut envisager également, dans le cadre de la gestion participative, le fait qu'on peut aussi déléguer la gestion à travers un certain nombre d'actions et par le conventionnement dont j'ai parlé la dernière fois et qui est important. Donc moi, je voulais dire en conclusion que la démocratie participative, c'est une stratégie. Ça se construit. C'est pas quelque chose de spontané. C'est pas quelque chose qui va éclore par l'opération d'un esprit républicain, même s'il n'est pas très sain, mais qui serait quand même très présent dans la vie. C'est quelque chose qui va se bâtir peu à peu sur un exemple. C'est quelque chose qui va se bâtir dans tous les secteurs d'activité. Si je refais les trottoirs dans une rue, il faut que je me pose la question de savoir comment, en amont de mon projet, je vais associer les gens, comment je vais leur dire comment ça va être organisé, qu'est-ce que je vais laisser. Et ces réunions-là, ces rencontres-là sont essentielles parce qu'elles démontrent aux gens d'abord qu'on ne les oublie pas et qu'on prend contact avec eux et qu'ils ont leur rôle dans la gestion de la ville. C'est essentiel dans cette période-là. Ça va devenir fondamental. La démocratie participative n'est pas qu'un mot. Elle doit être mise en œuvre dans le fonctionnement des collectivités, mais les élus actuels ont 6 mois pour bâtir leur stratégie. Pendant 6 mois, il faut qu'ils s'attellent à définir les modes de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on veut? Commission extra-municipale, commission municipale. Comment on veut qu'elle rende compte, la commission extra-municipale, au conseil municipal? Quels sont les rouages? Qu'est-ce que l'on met en place? Or, souvent, on s'est contenté d'aligner des mots, mais la mise en œuvre est beaucoup plus difficile que d'écrire sur un programme. Nous sommes des adeptes de la démocratie participative. Le livre sur le partage du pouvoir local, j'ai reçu tout à l'heure un mail d'un élu du Médoc qui me disait je bois du lait en le lisant parce que moi je voudrais mettre ça en place mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment faire. Je le remercie, s'il écoute, il va se reconnaître, il a qu'à envoyer un petit message, je saurai au moins qu'il a reçu ma réponse que je l'ai faite tout à l'heure. Mais c'est facile à mettre en œuvre. Il faut une volonté politique et il faut une volonté d'une équipe. Il faut accepter le dialogue, il faut accepter l'échange, il faut accepter le partage du pouvoir. On est beaucoup plus fort quand on partage son pouvoir que quand on l'exerce de façon autocratique
Et je ne vais pas prendre des exemples nationaux pour vous démontrer que le partage du pouvoir aurait rendu service dans plein de cas, à un État qui est toujours centralisateur, bloqueur, interdit, et qui s'efforce par tous les moyens d'empêcher les citoyens d'accéder aux leviers de commande locaux, nationaux, ou même quelquefois, il faut bien le reconnaître, départementaux et régionaux. Il faut absolument que l'on s'en empare, il faut absolument que l'on avance, et je vous donne rendez-vous pour d'autres rencontres de ce type, avec l'espoir que chaque fois, vous tirez peut-être une ou deux idées qui vous permettent d'avancer dans votre vie quotidienne. Merci à vous, et rendez-vous peut-être à samedi si ça vous intéresse. À bientôt.